Bienvenue. Cette fois, ce n'est pas la chronique politique, mais nous aurons les explications, plus d'éclairage sur le thème que nous avions abordé dans la causerie de ce matin. Agapit Napoléon Mafourican, il est là. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Gilles Christ, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes analyste politique, justement. Quel regard portez-vous sur cette célébration annuelle de la fête nationale? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une routine? Non, une routine, non, c'est une manière de s'arrêter et de donner de l'importance à une date qui a marqué les esprits et qui constitue un départ pour une nouvelle aube et pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle ère. Le plateau qui m'ont précédé, notamment celui des chercheurs, des professeurs, de l'historien et de sociologues, ce plateau a permis de comprendre ce qui s'est passé réellement ce 1er août, par exemple, 1960. Et donc, sa célébration récurrente, sa célébration annuelle, comme les célébrations des fêtes nationales en Afrique, comme dans le monde entier, répond. Cette célébration doit répondre à ce souci de s'arrêter et de rappeler peut-être à une génération qui se succède à une nouvelle génération et aussi peut-être aux anciens, et que notre histoire, notre nouvelle histoire a pris départ ici et là et est revenu sur un certain nombre donc de réalités, de fondamentaux, de principes, de règles, et pourquoi pas donc d'attributs de la République qui permettent aux gens de se sentir peut-être un peu plus patriotes. Alors, parlant de patriotisme, pensez-vous que cette célébration suscite au sein de la population le patriotisme? Non, ce n'est pas une célébration qui va créer un sens patriotique. Par contre, ça peut renforcer le lien civique, le lien de l'appartenance à un même pays. L'idéal de la nation est un autre débat. C'est vrai que ça peut solidifier cette construction de l'État-nation, parce qu'on est différent, mais la proclamation d'un État sous forme de république nous soude sur un territoire donné, crée une communauté de destin, crée une communauté d'intérêt et crée une communauté historique, même si nous sommes différents. Quand vous rentrez dans le royaume d'Abomey, ce n'est pas la même réalité. Le prochain Boyavi disait, moi je suis de Ouida, je ne suis pas d'Abomey. Ça c'est vrai. Quoi qu'il y a un pont entre Abomey et Ouida. Mais quand vous rentrez dans le royaume d'Abomey, là dans le royaume Bariba, que ce soit de Parakou, de Niki, de Kwandé, de Kandi, vous rentrez là, c'est déjà pas les mêmes histoires. Quand vous rentrez dans le royaume Yoruba, c'est pas dans le royaume Nago, c'est pas dans les mêmes histoires. Quand vous rentrez à Porto Novo, avec son histoire, c'est pas les mêmes. Donc, le 4 décembre 1959, on a proclamé la République. Mais déjà, la colonisation avait déjà, dans le cadre donc, de la conférence de Berlin et de la démultiplication des frontières, de la limitation de la création des frontières artificielles, comme on dit certains idéologues, quand on a proclamé la République, nos territoires déjà consacrés par la colonisation en début des années 60 et 1900, ces territoires ont été consacrés. Donc nous savions, depuis le 4 décembre 1959, que nous étions dans une république, la république du Dahomey, qui était l'ex-colonie du Dahomey au sein de l'AOF. Alors donc, à partir de ce moment-là, que je sois du royaume d'Abomey, enfin, un prince d'Abomey, un serf ou un seigneur, qu'il soit de Yoruba, le royaume Nago, des royaumes Bariba, du royaume de Porto Novo, ou des autres royautés ou clans ou cantons, enfin, cercles, ou je sais pas, les petits territoires dirigés par les chefs traditionnels, que tout ça qui a été mis ensemble, parce que vous allez à Porga, vous descendez vers Tangueta, Materi, Koblik et Bokombe, tout ça, c'est des territoires qui ont existé, mais qui aujourd'hui ont été fondus dans un territoire qu'on appelle le Bénin. Ça s'appelait le Dahomey en 60, qui est devenu le Bénin. Le Dahomey, en réponse, disons, en lien historique avec le royaume de Dahomey. Et donc, avec la révolution de 1972, il était question donc de solidifier le lien nation. Et donc, on est parti, on a laissé le Dahomey qui tendait à faire de nous tous les descendants du royaume de Dahomey. Et donc, on est allé sur un nom neutre,
le Bénin, qui est beaucoup plus le nom d'une civilisation du golfe de Guinée et qui rendait un peu tout ça moins personnalisé, moins régionalisé et moins ethnicisé. Donc c'est ça qui fait déjà le socle de l'appartenance à un même territoire. Dès lors, quand on a proclamé le 1er août 1967 l'indépendance, tout à l'heure, Arrêt sur Info l'a évoqué, quand ça a été proclamé, vous voyez, c'est l'aube, c'est vraiment l'espoir d'une homme véritablement nouvelle, comme dit d'ailleurs notre hymne national, très bien rédigé, et avec un hommage qu'il faut faire à l'abbé Gilbert Daillot, à tous ceux qui ont accompagné ce processus, président Maga, et à tous ces intellectuels qui ont accompagné le processus de notre hymne national, très bien rédigé, les paroles sont poignantes et les mots bien rythmés et par ailleurs. Donc, l'aube véritablement nouvelle qui a commencé ce 1er août 60 devrait augurer une nouvelle ère. Est-ce que c'est le cas? Ça n'a pas été le cas, mais nous continuons nos pérégrinations. Vous savez, l'histoire des nations ne se fait pas. Quand vous regardez la France que nous avons copiée, il faut le dire clairement. La célébration, parce que les Américains ne célèbrent pas la fête nationale comme nous. Ils célèbrent le 4 juillet. La fête nationale, depuis que ça a été consacré dans par la fédération, ils célèbrent le 4 juillet. Mais ils ne le font pas, sauf que cette année, ça a pris une petite connotation avec Donald Trump qui a été plutôt inspiré par les hommes français. C'est vrai que quand il a participé à la fête nationale en France, il était tellement sidéré. Enfin, il a savouré. Donc, du coup, mais c'était pas dans la tradition américaine de le faire. Les Français ont une histoire de guerre, de victoire, de défaite, de prise, de révolution, de telle sorte que, l'art militaire, la marche, les défilés militaires, donc la chose militaire fait partie un peu intégrante, un peu de la souveraineté française. Parce que, donc, il y a beaucoup de manifestations historiques en France dans la période d'une année où l'armée est appelée à manifester. Le chef de l'État français va commémorer telle victoire, telle déclaration, telle convention, tel traité, et au moment il dépose une gerbe sur le truc de monument de soldats inconnus, il reçoit les honneurs militaires. Et quand le président français prend le pouvoir, quand il sort, quand il a fini de prêter serment à l'intérieur, enfin, quand on le reconnaît comme président, quand il sort, c'est pour faire la revue de la troupe, donc et recevoir les honneurs militaires. Donc il déroule les Champs-Élysées, et ça c'est tout un actif, c'est tout un national de la souveraineté française qui est particulièrement militaire, un peu trop monarchique et beaucoup militarisé, enfin, s'inspirant de l'art militaire et des règles militaires, des pratiques des justes militaires. Donc du coup, les pays africains francophones ont beaucoup copié cette pratique, et le Dahomey, le Bénin, et puis après. Alors, est-ce que cela solidifie? C'est la question de savoir, est-ce que le jeune français, le 14 juillet, se sent plus français qu'avant? C'est pas si évident. C'est pas si évident que je ne me sens pas plus béninois quand je vois l'armée défiler. Par contre, ça quand même te fait réfléchir. Ça te demande, mais au fait, tout ça, quelle est la contribution ce qu'on peut apporter beaucoup plus à l'édification de cette nation. Certains pensent qu'on ne fait pas vraiment de cette fête nationale-là ce qu'on devrait en faire, c'est-à-dire une occasion beaucoup plus pour réfléchir, comme vous le dites. Certains ne se demandent pas exactement qu'est-ce que je peux apporter à ma nation à l'occasion du 1er août. Oui, vous savez, l'État a organisé une série de manifestations. Il y a la manifestation sportive. Oui. Alors, il appartient peut-être, je pense que c'est beaucoup plus festif que... Enfin, c'est commémoratif. En réalité, festif, le défilé militaire n'est pas festif. C'est grave. Lorsque les militaires interviennent, c'est jamais pour faire la fête. L'arme, le treillis, les armes, la marche, tout ça, là, les stratégies, quand on vous sort les chars, quand on vous sort en France, les avions, on vous montre... Mais tout ça, c'est pour montrer la puissance. Mais la puissance, c'est pour faire quoi? La guerre, c'est pas pour faire la fête. Un monde de paix se passe de l'âme des militaires. Et le souhait, c'est d'en arriver, sauf que c'est d'en arriver à un monde où on n'a pas besoin d'armes
pour régler les problèmes. Que ce soit l'arme conventionnelle, que ce soit l'arme chimique, que ce soit l'arme de quoi que. Donc, on n'en a pas besoin pour le principe. Mais il se fait que, aujourd'hui, qui veut la paix, prépare la guerre. Exactement. Donc, les défilés permettent donc de rappeler que on est souverain, on a une armée qui n'est pas que pour faire la guerre, elle est aussi au service du développement. Donc, les années passant, on a progressivement montré d'autres faces de l'armée. Et il fut une année où on a montré quand même que l'armée, ce n'est pas que la guerre, c'est aussi un génie. Et on a mis en valeur le génie militaire et tout ce qu'on peut, l'armée au service du développement, l'armée au service de la nation. Et au Bénin, je pense quand même qu'on peut s'arrêter là, je ne sais pas, dans le secret des pratiques militaires. Mais quand vous regardez notre histoire depuis 1960, si on peut dire que les commémorations n'ont pas peut-être solidifié un esprit patriotique, on peut quand même savoir que l'armée, elle, en la voyant défiler, on peut saluer son rôle à l'édification de la nation. Parce que l'armée a été appelée plusieurs fois aux affaires, dans des conditions difficiles, et a toujours assumé, avec beaucoup de tact, beaucoup de responsabilité, beaucoup de gravité parfois, et a toujours mis les civils devant leurs responsabilités. N'oubliez pas que tout récemment, lors des élections législatives, les gens ont appelé l'armée au pouvoir. Ils ont souhaité que l'armée intervienne. Donc des civils, des gens qui ont eu des responsabilités, des grandes responsabilités, ont souhaité que l'armée intervienne. Mais l'armée a la force militaire, et on se dit que bon voilà, ils vont établir l'ordre. Mais le rôle de l'armée à la conférence nationale a fait vœu, a fait pris un engagement de rester désormais en marge donc de la gestion du pouvoir et donc de rester au service du développement. Et le service du développement, c'est de rester fidèle à celui qui est détenteur du pouvoir au regard des règles établies par notre Constitution. Donc cette armée-là mérite d'être saluée, cette armée mérite d'être fêtée, cette armée mérite d'être honorée. Oui. Et c'est peut-être là que pour moi, la commémoration, le défilé militaire donc du 1er août, pour moi, prend un sens complet par rapport à cette armée au service du développement. Mais maintenant, à côté de l'armée, il faut qu'on sache quand même qu'il y a tout un arsenal donc, de dispositifs. Notre Constitution a établi un certain nombre d'institutions qui contribuent à la vie institutionnelle, donc à la vie communautaire. Parce que en organisant la vie institutionnelle, ça permet à nous, citoyens, de vivre dans la cité de manière cohérente, ensemble, sans que notre liberté puisse perturber l'autre normalement dans les principes. Donc vous comprenez qu'au-delà de l'armée, il y a à saluer, à honorer tous les citoyens, tous les Béninois qui œuvrent jour et nuit, matin et soir, pour que l'idéal national, l'idéal républicain, l'idéal républicain puisse prévaloir. Voilà un peu, c'est cela peut-être qu'il faut inculquer aux générations, c'est ces messages qu'il faut passer au fil donc des commémorations de la fête nationale.